Bonjour et bienvenue à cet épisode de La Relève au micro, un balado de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Mon nom est Sephora Okounou, je suis bénévole dans le comité de marketing créatif. Aujourd'hui, je reçois Linda Tchombe, une intrapreneure d'impact dans une OBNL. Alors Linda, pour briser la glace, est-ce que tu pourrais commencer à nous parler de ton parcours? Mon parcours. Bon, Linda Tchombe. Je suis arrivée, ça fait 9 ans que je suis au Québec. Au Canada et au Québec. C'est comme je suis arrivée directement, donc néo-québécoise, comme j'aime me définir. Je suis d'origine camerounaise. Puis, mon parcours a été un peu unique, je dirais, parce que ça n'a jamais été une ligne tracée. Je ne savais jamais où est-ce que je me retrouverais, en tout cas pas en philanthropie. Et j'ai commencé comme études normales, désir de devenir médecin quand j'étais jeune. Comme à 9 ans, je savais que je voulais devenir médecin. Évidemment, ça n'a pas fonctionné, je veux dire, sinon on ne serait pas là aujourd'hui, j'imagine. Au lieu de ça, j'ai travaillé beaucoup dans tout ce qui est service à la clientèle ou expérience client, comme on appelle maintenant. Donc, je travaillais dans différentes industries, les assurances, assistance routière, levée de fonds. Puis, je suis arrivée au Québec il y a 9 ans, Québec, Canada, directement à Montréal, très francophone. Tu sais. Et l'idée, moi, quand j'arrivais, c'était vraiment de rester en recherche parce qu'au lieu de devenir médecin, j'ai fait de la recherche en biologie et santé. Donc, j'arrivais, je voulais comme faire un postdoc, la recherche, puis j'aimais ça. J'aime toujours ça. Et j'arrive, je suis enceinte à ce moment-là, puis je suis comme, ouais, peut-être on va chercher quelque chose de plus sûr dans un premier temps, histoire de se poser. Finalement, j'arrive à la Fondation du Grand Montréal. C'était pour un remplacement au départ de 2 semaines. Ça fait 8 ans. Je suis toujours là, donc ça a plutôt bien marché, je pense. Et la philanthropie, je ne connaissais pas avant, j'avoue. Enfin, je connaissais la philanthropie, mais je ne savais pas qu'on appelait ça la philanthropie. Pour moi, c'était juste la chose que tout le monde fait. Donc, j'ai découvert le monde de la philanthropie à travers la Fondation du Grand Montréal. Et c'est une fondation communautaire, ce qui signifie que c'est vraiment une fondation qui est par, pour et avec sa communauté. Donc, contrairement à peut-être une fondation privée où c'est une famille qui a monté une fondation qui choisit un peu ses orientations, là, on est vraiment avec la communauté. Et ce qu'on fait, c'est accompagner des individus, des entreprises qui veulent justement monter une fondation et leur offrir une alternative au sein de la fondation du Grand Montréal. Donc, c'est vraiment un modèle qui était intéressant. Puis, on verse des subventions à différentes organisations, que ce soit sur le territoire du Grand Montréal ou alors à travers le Canada, parce qu'on se rappelle, c'est un peu comme avoir un fonds à la Fondation du Grand Montréal, c'est comme avoir sa fondation, mais sans tout le tracas administratif. Donc, j'ai aimé le concept. J'ai aimé les gens avec qui je travaillais. Et c'est pour ça que ça fait 9 ans, c'est ma 9e année là, que je suis à la Fondation. Donc, mon histoire d'immigration est comme intimement liée à celle de la Fondation. Et d'ailleurs, on célèbre nos 25 ans cette année. Fait que vraiment contente. Joyeux anniversaire. Merci. Puis, Linda, je sais que tu as participé au programme Génération d'Impact de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton projet d'impact? Rendre visible la philanthropie souvent invisible des minorités dites visibles. Wow. Il y a beaucoup de visibles et invisibles, c'était voulu. Apparemment, il fallait quelque chose qui punch. Et je suis connue pour ça. C'est faux, je ne suis pas connue pour ça. En fait, l'idée, c'est qu'on est en philanthropie, justement. Et moi, j'arrive à la Fondation du Grand Montréal. J'aime la mission de l'organisation, puis on est vraiment Grand Montréal, là. Donc, on soutient des organisations à travers le territoire, puis des gens qui font différentes choses avec différentes communautés. Puis, je regarde les créateurs de fonds. Je parlais tantôt d'une famille ou d'un individu, une organisation qui veut créer son fonds, qui a un projet philanthropique et qui fait appel à nous. Mais quand je regardais ce genre de personnes qui sont comme ramènent les capitaux, entre guillemets, à la Fondation du Grand Montréal, c'était très homogène. Et là, je me suis posé la question, mais ailleurs dans le milieu philanthropique, comment ça se passe? Et puis, on regarde un peu dans l'imaginaire. Si je dis philanthrope tout court, souvent, est-ce que tu penses à une femme? Est-ce que tu penses à un homme? Est-ce que tu penses à une jeune personne? Mais en tout cas, le biais que j'ai, peut-être, c'est que c'était en général des hommes caucasiens d'un certain âge. Et puis, moi, je n'étais pas d'accord. Je viens d'un endroit où la philanthropie, je crois que c'est pas seulement d'où je viens, c'est aussi comme des communautés autochtones, pareil. C'est la bonne chose à faire. On se tient ensemble en communauté, on aide les autres, puis ce n'est pas une question de j'ai plus de moyens, puis je vais comme donner un peu à l'autre personne. C'est vraiment juste la bonne chose à faire. Donc, de mettre l'étiquette et de philanthrope juste sur une catégorie de personnes, moi, ça me dérangeait. Okay. Et surtout, sachant qu'au sein des communautés, notamment minorités dites visibles, donc communautés immigrantes beaucoup, je savais qu'il y a comme tout ce concept, je crois qu'on appelle Ubuntu.
je crois en Afrique de l'Est, justement, de on est ensemble, on est parce que vous êtes, puis on est ensemble, on se tient ensemble en communauté. C'était comment on redonne aux personnes qui n'acceptent pas, bien qui ne se sentent pas l'étiquette de philanthrope, comment on leur permet de porter ce titre-là. Parce qu'on parle souvent de comment c'est important on dit, la représentation est importante, la représentativité. Comment on s'assure qu'une personne qui donne ne serait-ce qu'un 10 $ chaque année depuis X années dans un organisme qui l'intéresse, ou alors qui fait juste porter à manger à la voisine depuis X années, qui fait juste aider aux devoirs, comment cette personne accepte de porter le titre de philanthrope, qu'on la nomme comme telle, parce qu'une fois qu'on te reconnaît dans ce que tu fais, qu'on le veuille ou non, tu le fais plus. Donc, mon défi d'impact, c'était vraiment de contribuer à rendre visible cette philanthropie-là. Et écoute, il est encore en cours, il n'a pas fini. Ça a mené à de belles conversations et surtout à une étude sur la philanthropie des communautés noires au Québec, qui est en cours actuellement en partenariat avec l'Observatoire des communautés noires, justement. Fait qu'on a hâte de voir. C'est normalement au printemps qu'elle sortira l'étude. On a vraiment hâte de voir de voir les conclusions qui viendront de là, mais ouais, c'est ça mon projet. Félicitations. Puis est-ce que tu penses que justement le programme Génération d'Impact a pu t'outiller justement à mettre cette vision que tu avais en œuvre? Ah, 100%. Ouais. J'arrive, en fait, faut que je l'histoire vraie. Je crois que c'est Cécile qui dit comme, ouais, on a pensé une affaire, il faudrait que tu participes. Bon, en général, quand Cécile me dit, va, je vais. Ou bien quand quelqu'un de la CCA me dit, Linda, il faut faire ça, je suis comme, OK. Il faut se laisser guider souvent dans la vie. Je suis ce genre de personne. Mais quand elle m'approche, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Le projet était, là on est à la 3e cohorte, je pense. C'était pas structuré de la même manière. Puis on était vraiment la cohorte test, j'ai envie de dire. Donc on arrive là, puis il faut avoir un projet d'impact. Puis je suis comme, qu'est-ce que je fais? Je pense à cette histoire de philanthropie. Au départ, ce n'était pas la philanthropie de manière générale. Moi, je voulais juste qu'au sein des créateurs de fonds à la Fondation du Grand Montréal, il y ait plus de diversité culturelle. C'est ça au départ. Ce n'était même pas aussi gros. Mais ce que Génération d'Impact est venu faire, c'est de voir les projets des autres personnes qui avaient autour, me rendre compte que, OK, finalement, je pourrais peut-être rêver et voir plus grand mon affaire. Et surtout, il y a une chose qui était super importante. Nous, on n'avait pas le polydios, on avait du coaching. Et dans les séances de coaching, je me souviens, j'avais commencé à rencontrer différents philanthropes des communautés noires, puis jaser avec eux, qu'est-ce qui les a amenés à s'impliquer, comment ils voient la philanthropie dans la communauté ou les communautés. Il n'y a pas une seule communauté noire. Puis, il y a une des j'ai oublié son nom, qui nous offrait du coaching. Elle a dit, fais attention aux biais de réseau. C'est comme je parlais à des gens que je connaissais, qui connaissaient d'autres, qui me présentaient d'autres personnes, mais veut pas, je restais quand même un peu dans mon réseau, que ce soit premier, deuxième, troisième, je restais là-dedans. Puis elle m'a dit, fais attention à ne pas tomber dans un biais de réseau. Je ne savais même pas que c'était un concept. Et après, elle m'a dit, peut-être qu'il faudrait faire des focus group, donc réunir des personnes, faire des appels à participation, réunir des gens de tous horizons, jaser, voir leur vision pour avoir quelque chose qui est plus... aussi représentatif que possible de ce qu'est la philanthropie au sein des communautés noires dans le Grand Montréal. Puis je pars avec ça, j'arrive genre patron en mode, là je veux faire un projet, on va faire des focus group et tout. Il me regarde, il me dit, t'as pas le temps de faire ça. Puis j'aime beaucoup mon patron parce que je crois que des fois ça prend des gens pour te stopper, comme ça, tu n'as pas le temps de faire ça. Et notre directrice des affaires publiques et des communications, Catherine Fizette, je me souviens, on était c'était un road trip. On allait à Toronto pour la conférence annuelle des fondations communautaires en auto électrique. Je trouve que c'est important de préciser. Et là, on arrive, on parle de ça dans l'auto, puis ma collègue dit, oh, ça prend un signe Vito. Signe Vito, c'est une série de rapports qui est une marque déposée par les fondations communautaires du Canada. C'est en fait le regroupement des fondations communautaires, pas toutes là, mais la plupart des fondations communautaires à travers le Canada. Donc, ils ont une marque déposée qui est Signe Vito et qui sont des rapports sur des sujets au sein des communautés. Elle me dit, ça prend un signe Vito. Donc, c'est vraiment une étude, là. On le fait de manière systématique. Ça prend des statistiques. C'est pas juste un focus group sur le côté. Là, je suis comme, mais on n'a pas assez de contenu pour un signe Vito. De quoi tu parles? Elle me dit, si, on devra en faire un. Maintenant, c'est qui le partenaire pour le signe Vito?
Habituellement, on a l'Institut du Québec qui est notre partenaire, puis beaucoup d'autres. On en a un avec Centraide, on en a un autre avec Vivre en Ville. Mais l'idée, c'est qu'on s'associe toujours à un partenaire de la communauté qui s'intéresse vraiment à cette question pour développer l'étude. Puis j'étais comme, faudrait qu'il y ait un partenaire aussi des communautés pour porter un projet comme ça, mais je connaissais personne. Bien, toutes les pistes qu'on regardait, ça n'avait pas l'air convaincant. Et j'arrive, je crois, au sommet de l'Institut Malais en 2023. Et là, je rencontre Édouard Stacco qui du sommet Afro. Donc, il me parle du sommet, puis il me parle de l'Observatoire des communautés noires que je ne connaissais pas. Puis il me dit, on fait des études, on fait des recherches. Donc, nous, on va et puis on fouille, on regarde un peu l'organisation. Puis on se dit, c'est vraiment intéressant. Donc, on les approche pour voir est-ce que ce serait possible d'avoir un partenariat, une organisation des communautés noires qui fait des études pour les communautés noires. C'est juste, c'était un strike, là. Donc là, ils ont accepté, ça rentre en ligne avec leurs objectifs aussi. Et on a comme parti l'étude en 2024 qu'on a comme parti. Et là, c'est vraiment en cours. Fait que ça, c'est la réponse longue, c'est pour dire ce que ça m'a apporté, Génération d'Impact, c'était de voir, version courte, les projets que les autres faisaient, de voir comment ils le portaient, de voir c'était quoi les angles morts qu'ils avaient. Et surtout ce coaching-là qui était, je pense, dans mon cas, ça a éliminé en fait mon champ des possibilités. Et là, ça s'est rendu de ce que je voulais juste peut-être pour la fondation, mais de voir qu'on était capable d'avoir un impact au-delà et vraiment dans notre milieu. C'est super. Puis tu sais, Linda, tu précises que tu as comme rencontré plusieurs personnes différentes à travers ton parcours et tout. Puis est-ce que tu as remarqué certaines valeurs justement que ces intrapreneurs comme toi et tout, ils avaient des valeurs communes et tout ça qui t'a pu un peu spotter? Genre, est-ce que tu peux me parler de ça? Je crois que c'est des personnes têtues. Un peu. Je dirais la passion, quand même, c'est quelque chose qui était commun. C'est de se dire qu'on veut changer le monde, changer les choses ou changer le monde sans changer d'emploi, comme on dit. Ça prend vraiment une passion aussi de vouloir vraiment le faire. Parce on s'épuise facilement. On peut s'épuiser facilement, devrais-je dire. Puis une des choses communes, c'est vraiment la passion, je dirais. Et l'autre, c'est le souci de l'autre. On ne regarde pas seulement, oui, on se regarde soi, on regarde ce qu'on a envie d'accomplir, mais on regarde ce qu'on veut que les autres voient, puis ce qu'on veut laisser comme marque et puis comme héritage. Donc, que ce soit dans des projets plus en organisation, je sais qu'il y a des personnes qui pensaient au niveau écologique, que ce soit des gens qui pensaient au niveau social, au niveau sociétal, comme dans mon cas, c'est toujours quelle marque on veut laisser. Donc, ça prend, je pense, un côté de passion, d'étudiesse, de vouloir vraiment aller jusqu'au bout. Puis aussi d'humilité, parce que en cours de route, ça peut être difficile de se faire dire, mais ton affaire, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vraiment c'est ce qu'il faut faire? Puis l'autre caractéristique que je dirais, c'est de se remettre en question. Parce que dans mon cas, ça a été beaucoup... Qui suis-je pour dire que je vais parler de la philanthropie des communautés noires? Est-ce que je connais vraiment? Oui, je fais partie d'une communauté noire, mais est-ce que je connais vraiment les réalités? Donc, ça a été comme cette remise en question-là, je pense, qui est importante. Puis l'autre, c'est pour savoir demander à l'aide, demander de l'aide aux autres personnes. Je crois que ça, c'est important aussi. Et en parlant, par exemple, je parlais avec mon patron et mes collègues, ma collègue, ou mes collègues, je crois qu'il y a plusieurs qui ont été impliqués là-dedans, c'est de dire, mais là, en fait, tu ne devrais pas y aller, il faudrait laisser quelqu'un d'autre prendre le ballon. Fait que ça aussi, ce côté aussi de s'appuyer sur déléguer et de s'appuyer sur d'autres personnes dont c'est l'expertise, ça prend, je ne sais pas comment on appelle la qualité, là, j'ai un blanc, mais je crois que ça prend ça aussi. Linda, merci vraiment pour cette explication et tout, mais j'ai une petite question pour toi. Tu sais, depuis ton engagement justement dans le milieu et tout, est-ce que tu avais un engouement au niveau de ton équipe, quelque chose qui a changé, que tu t'es dit, wow, OK, il y a quelque chose qui se passe là? Oh oui, certainement. Je crois qu'à la fondation, à la base, on est personnes... on a de l'énergie, je dirais, puis on aime ce genre de projet. Okay. On a quand même tout ce qui est équité, justice, équité, diversité, inclusion, ça nous tient à cœur et pas seulement comme sur le papier, seulement que ce soit au niveau de l'équipe, que ce soit au niveau des programmes, nos programmes de subvention par exemple, la manière dont on distribue nos subventions, c'est vraiment 50% au moins qui doivent aller vers de nos subventions propres, qui doivent aller vers des communautés. Je ne sais jamais c'est quoi le mot correct, en quête d'équité, marginalisée, historiquement défavorisée, ces communautés-là. Ouais. Donc, ça fait que quand j'ai commencé à en parler, tout le monde était juste comme on board.
Et puis, je crois que ça a aussi arrivé à un moment donné que ça, je parle de tout le monde, c'est vraiment dans l'organisation, même notre conseil d'administration. Genre, l'idée aussi pour nous, c'était, enfin, qu'on se le dise, oui, il y a le côté de diversifier, là, les créateurs de fonds, mais il y a aussi la réalité de, on dit qu'on représente la communauté du Grand Montréal, comment on la représente à tous les niveaux. Oui, au niveau des subventions, on s'assure de le faire, mais comment également dans les créateurs de fonds et les créateurs et créatrices de fonds, il y a cette représentativité. On parle de que le mot philanthrope, l'étiquette de philanthrope, chacun puisse se l'approprier. Mais quand on arrive, on dit voilà nos créateurs, nos créatrices de fonds. Mais les gens puissent également dire OK, vous représentez, et puis que ce n'est pas comme un biais qu'on a souvent de certaines communautés sont celles qui donnent, d'autres communautés sont celles qui reçoivent. On essaie vraiment de flouter cette ligne-là et puis de remettre les choses comme, je ne sais pas dire, au bon endroit. Entre guillemets. Donc, ça a été vraiment un accueil positif au niveau de l'équipe, au niveau du conseil d'administration, au niveau de mon comité. Et au niveau, je crois que j'avais fait un papier avant ça dans c'était la presse, où je parlais des flux monétaires, pas des flux monétaires, mais je parlais des contributions des communautés, justement, immigrantes. Ouais. Et j'étais vraiment étonnée de combien ça a résonné au sein des personnes, en tout cas au moins mon réseau, une fois de plus biais de réseau, mais des personnes que je connaissais qui étaient comme, on n'avait jamais pensé de le voir comme ça. Parce qu'on parle souvent de richesse, puis on se dit, quand tu entends tout le temps, ouais, les communautés immigrantes, surtout maintenant, j'ai l'impression que les communautés immigrantes portent le poids de tous les problèmes qu'il peut y avoir au Québec. On y contribue, je pense, comme n'importe quelle personne, là, il y a une contribution, mais c'est pas tout. Mais on oublie souvent la richesse également que ces communautés apportent. Et quand on parle de flux monétaires de personnes immigrantes vers les pays d'origine, c'est des milliards de dollars annuellement. Et dans certains endroits, c'est même supérieur à l'aide monétaire qu'envoie le Canada à différents pays. Fait que il y a de la richesse qui est là. Donc, si on parle juste en philanthropie en termes de richesse, on ne peut pas écarter ces communautés. Donc, même au sein des milieux, des personnes qui sont en philanthropie, des personnes qui ne sont pas en philanthropie, ça a été comme, OK, là, tu as dit quelque chose qu'on sait, mais ça a juste été nommé. Et quand je dis nommer les choses, c'est important. Puis tout le monde était comme, OK, c'est bien d'en parler, puis c'est bien qu'on mette la table. Et je suis contente de voir que ça a été... avant moi, il y a des personnes qui en ont parlé, là. Je n'ai pas refait la Lune. Mais c'est de voir que on en a parlé de plus en plus. Et dernièrement, encore, il y a un rapport d'Imagine Canada, qui est une OBNL aussi, mais qui fait comme font des études plus sur le secteur des OSBL à travers le pays. Ils ont sorti une étude sur je crois que c'est les dons et les communautés immigrantes. Et pour la première fois, ils l'avaient déjà fait sur, je crois que c'était nouveaux arrivants et contributions. Il faudrait que je regarde le nom, je me trompe probablement dans le nom exact du rapport, il faudrait que je le regarde. Mais ils ont fait cette étude-là qui était déjà intéressante de voir que les communautés immigrantes contribuent. Épisode qui est au Québec, une compagnie québécoise qui fait chaque année une étude sur les tendances en philanthropie. Là, il montrait que les immigrants de première et deuxième génération avaient tendance à donner en moyenne, leur don moyen était supérieur aux personnes qui sont établies ici depuis plus longtemps. OK. Et donc, quand cette étude, cette année, donc fin d'année dernière, Imagine Canada fait une autre étude et là, maintenant, ils le ramènent vraiment par communauté. C'était comme super, c'est intéressant de dire, c'est ce qu'on dit depuis. Okay, il y a de l'argent dans la communauté. Ça, donc, si je comprends bien, en ce moment, on voit qu'il y a de l'argent des communautés, qu'on peut s'impliquer aussi dans cette cause-là. Tu sais, non seulement en tant qu'intrapreneur dans une organisation comme toi, mais en tant qu'acteur comme moi qui n'est pas dans une organisation philanthropique, moi aussi, j'ai les moyens de contribuer, c'est ça. Absolument. Et tu as l'obligation de contribuer, devrais-je dire. Tout le monde, peu importe les moyens. Et puis souvent, c'est fou, j'ai l'impression que plus on se dit qu'on n'a pas les moyens de contribuer, en fait, plus on est capable de contribuer. Est-ce que tu penses qu'on se limite par nous-mêmes? Et pourquoi tu penses qu'on se limite par nous-mêmes? Est-ce que... Mais on parle encore d'image. Okay. Qu'est-ce qu'on nous renvoie? Si je te dis philanthrope, tu crois qu'il faut que tu atteignes un certain revenu pour être philanthrope, tu vas te dire, oh, mais moi, je ne peux pas faire grand-chose. Alors que c'est ce que tu as en trop, entre guillemets, ou bien d'extra, ça, c'est une contribution pour quelqu'un d'autre qui n'a pas. Quand on se compare, on se console, dit-on, mais quand on se compare aussi, on est capable de voir les privilèges qu'on a. Et puis de voir qu'on est capable de les partager avec quelqu'un d'autre. Ah, c'est super. Mais tu sais, Linda, en ce moment, tu me parles beaucoup au fond de qu'est-ce que moi, en tant que personne qui est à l'extérieur de l'organisme, je peux apporter dans des causes philanthropiques comme la tienne. Donc, tu travailles en ce moment. Mais au niveau de vous à l'interne, tu sais, je sais que
bien sûr, c'est un environnement où est-ce que les ressources sont limitées, autant au niveau du capital humain ou financier et tout ça. Est-ce que tu pourrais me parler de ça aussi? Comment vous faites, en fait, en sachant que vos ressources sont limitées, hein? Pour pas vous décourager, puis... On boit beaucoup de café. Que veux-tu que je te dise? C'est, en fait, je crois que c'est une très bonne question, là, parce que c'est le milieu des OBNL, puis, et je dis encore ça, il y a plusieurs, il y a OBNL et OBNL. Donc, ce milieu des organismes des organismes à but non lucratif est très large. Donc, dedans, il y a comme la Jeune Chambre de commerce de Montréal, qui est une organisation sans but lucratif aussi, il faut le rappeler. Mais il y a également des fondations hospitalières, il y a les fondations d'université, mais il y a aussi l'organisme, le Centre d'accueil des immigrants de mon quartier. Il y a l'Association des personnes malades. C'est très varié, donc c'est très diversifié. Donc, en termes aussi même de professionnalisation du milieu, c'est très variable. Il y en a où c'est juste le conseil d'administration bénévole qui gère tout. Il y a d'autres qui c'est des machines à quelques centaines d'employés. Donc, en termes d'enjeux, c'est sûr que ça va être variable selon où est-ce qu'on se situe. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les OBNL font aussi partie du milieu d'affaires. Okay. Donc là, on parle de la relève d'affaires au micro. Les OBNL, c'est aussi le milieu des affaires. Sauf qu'on ne joue pas avec les mêmes règles que le reste du milieu des affaires. Je prends un exemple. Je lisais un papier, je pense que c'est juste hier. Il parlait de quelques organisations, justement, OBNL, à travers le Canada, où il y a des personnes qui ont des salaires de plus de 350 000 $. Bon, on s'assure que l'article était... je crois que c'était quand même présenté de manière très neutre, mais ça choque souvent. On est comme, mais comment ça se fait? C'est des OBNL. Ouais. On se voue à une cause, ça ne veut pas dire qu'on veut devenir la cause. Je crois que c'est là où les gens oublient souvent le parallèle, la ligne. Donc oui, on travaille, on est passionné par une cause. Puis en passant à la Fondation du Grand Montréal, nous, notre cause, c'est le Grand Montréal. Donc nous-mêmes, on ne fait pas de levée de fonds. On accompagne vraiment, que ce soit les individus ou les organisations. Fait que nous, on n'a pas de cause, là, on ne fait pas de levée de fonds ni quoi que ce soit, mais on accompagne, par exemple, toi, si tu veux partir ton fonds philanthropique demain, c'est possible. Okay. On t'accompagnera pour ça. Mais donc, quand on regarde le million, on se dit, mais s'ils ont choisi cette cause, c'est qu'ils n'ont pas besoin de... Finalement, ils doivent vivre avec le minimum. Mais le comptable qui travaille dans une organisation sans but lucratif, là, on s'entend qu'il a fait les mêmes études que celui qui travaille chez une société cotée en bourse. Fait que pourquoi est-ce que lui serait rémunéré moins ou il accepterait de faire vœu de pauvreté parce qu'il a choisi une cause qui lui tient à cœur par rapport à celui qui a juste choisi de faire de l'argent. Et je ne veux pas partir le débat de est-ce que c'est... Je ne veux pas la partir un débat, ce n'est pas mon point, mais c'est juste qu'on juge les OBNL d'une manière dont on ne juge pas les autres les organisations, les autres compagnies de la même façon. Est-ce que ça veut dire qu'il faut peut-être revoir les règles qui s'appliquent aux compagnies privées en autres? Je ne sais pas, il faudrait voir. Mais c'est juste que effectivement, les ressources sont limitées. On a du personnel souvent qui va s'épuiser. Et encore, je trouve qu'on est dans une organisation, dans notre cas, où on a vraiment tout qui est en place pour s'assurer que tout le monde, le bien-être en fait de l'employé est super important. Mais ce n'est pas le cas partout. Et puis, on parle des Google qu'on met comme exemple. On parlait d'intrapreneurs. Puis, qu'est-ce qu'on est capable de mettre sur pied pour que les gens développent des idées, portent des projets. Et on le sait, l'intrapreneuriat, c'est un facteur de rétention d'employés. Mais comment tu fais ça? Comment tu prends du temps pour faire des choses en dehors de ton travail? Tu ajoutes comme l'extra mile quand déjà ton travail, tu n'es pas capable de le finir dans ton 35 ou ton 40 heures parce que tu en as juste tellement. Mais ça, c'est une bonne question. Mais alors, comment tu fais alors, Linda, pour ne pas te décourager face à cette... Du café. Encore du café. Non, mais qu'est-ce que tu dirais, genre, un jeune professionnel qui commence, justement, qui débute à la Fondation du Grand Montréal avec toi, justement, pour pas te décourager? Qu'est-ce que tu as appris avec ton parcours? Parce que ça fait 8 ans, quand même, que tu travailles à la Fondation. Ce serait quoi comme une parole d'encouragement ou bien... Là, tu poses la question à moi, je vais répondre, puis peut-être mon chum va faire comme, ouais, c'est faux. Non, je vais donner la réponse politique. Mais c'est sûr que se ménager. C'est-à-dire, c'est plate, mais on peut être passionné, mais pas porter les problèmes du monde sur ses épaules non plus. OK. Et ça, c'est dur. C'est quand tu as envie, je parlais de passion tantôt, ouais. Mais il faut savoir aussi faire un stop. Parce qu'on dit, je crois que c'est un dicton, une citation en anglais qui dit « You can't pour from an empty cup ». Fait que si tu es vide, comment tu vas redonner?
Fait que c'est comme souvent de s'arrêter, puis pour aller loin, on est obligé d'aller lentement. Donc oui, on est passionné, mais à un moment donné, on choisit ses batailles, puis on choisit que les choses n'avancent pas à la vitesse qu'on doit avancer. Linda, malgré les contraintes justement que tu vis en ce moment ou que l'organisation vive, est-ce que tu penses qu'il est tout de même essentiel d'investir dans un entrepreneur à impact? Mais oui, on parle d'impact. Quel organisme ne veut pas? Quelle organisation ne veut pas avoir de l'impact? Parce que des fois, quand on parle justement d'investir, on sait que les ressources sont limitées. Quand on parle d'investir, ça sonne qu'il faut comme encore jeter des fonds. Fait que, ça peut un peu faire peur, mais est-ce que les retombées sont plus positives que... Quand c'est bien fait, oui, absolument. Oui, on dit qu'il y a quand même de... Et je vais quand même modérer peut-être mon propos ici. J'ai parlé du spectre des OBNL, comment ils ne sont pas créés pareil, c'est pas la même réalité. Donc, ça fait que c'est une question qui va être répondue différemment selon où on se situe. Si c'est juste l'OBNL qui a un comité d'administration, un conseil d'administration bénévole, ou celle qui a comme ses centaines d'employés. On n'est pas en train de parler de la même échelle. Mais en même temps, peu importe où on est rendu, oui, des intrapreneurs, intrapreneuses d'impact, ça prend ça. Parce que j'ai parlé de retention d'employés tantôt, c'est dans tous les secteurs qu'on le vit. Et justement, encore plus dans le milieu des OBNL, parce que le privé souvent va attirer ou bien d'autres secteurs pour tout un tas de raisons. Mais ça fait qu'il faut Je crois que quand quelqu'un embarque dans l'entrepreneuriat, oui, il y a de l'énergie comme aide là, mais je reviens encore à la passion. Ouais. Puis le mot impact. On veut changer les choses, on a envie de changer quelque chose. Donc, si on est encadré, c'est pas, on va sur les ressources comme seulement financières, mais c'est juste d'avoir l'ouverture de la direction, l'ouverture du conseil d'administration à essayer de nouvelles choses, ça peut tout changer. Et puis, quand on dit entrepreneuriat d'impact, on s'entend que souvent, c'est comme en entrepreneuriat. Intrapreneuriat, c'est l'entrepreneuriat, mais à l'intérieur d'une organisation. Donc, on s'entend que comme les entrepreneurs, on échoue, on reprend, on échoue, on reprend. On a plusieurs succès aujourd'hui. Là, c'est le mot, les mots vont m'échapper, les noms de compagnies. Mais il y a des entrepreneurs en série. Ils ont eu plusieurs échecs avant de se rendre à leur organisation qui a comme fait un boom. Mais pareil, en tant qu'entrepreneuriat, il faut donner la place pour qu'on teste des choses. On loue les Google de ce monde parce que oui, il y a comme on met en place des choses pour essayer. On est capable de le faire. Pas à la même échelle, on s'entend dans les OBNL, mais on est également capable de mettre sur pied comme juste cet espace où les gens peuvent oser voir les choses différemment. Souvent, c'est juste, on est tout le temps allé à gauche, qu'est-ce que ça se passe si on va à droite? Et qu'à cette réponse-là, on n'est pas on va seulement à gauche. Si déjà, on donne l'opportunité à quelqu'un d'aller explorer ce qu'il y a à la droite, peut-être qu'on vient de créer un intrapreneur, et puis que la droite, on va se rendre compte que c'est une meilleure option pour l'organisation plutôt que la gauche qu'on a toujours emprunté, parce que c'est ce qu'on a toujours fait. Donc, c'est juste comme oser, là, regarder en dehors de la boîte. Je crois qu'il y a plein de moyens qu'on a de le faire sans que ce soit un gros projet. Parce qu'on se rappelle, l'impact, c'est pas forcément à large. Souvent, l'impact, c'est sur une vie. C'est sur un processus à l'interne. C'est sur une petite affaire, mais qui change complètement l'organisation. Tout à fait. Donc, quand tu as dit le mot « oser », tu dis oser justement à ce directeur d'une boîte de OBNL, ou bien ce serait oser justement à un employé d'aller vers son patron justement pour soumettre une cause entrepreneuriale? Les deux. Les deux? Il faut qu'il y ait, mais beaucoup, je crois que ça vient avec la confiance dans ça. Il faut déjà qu'il y ait, je reviens dessus, là, d'avoir comme la table soit mise, que les gens aient cet espace-là. Okay. Mais c'est que justement la direction... La table qui doit être mise, est-ce que c'est la direction qui doit mettre cette place-là ou bien c'est l'employé qui doit aller dresser cette table? Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'une organisation est aussi... Enfin, pas ceux qui pensent. Il y a un dicton qui dit qu'une organisation est aussi parfaite que les gens qui la composent. Fait que c'est pas seulement la direction qui compose une organisation. Donc, les employés, enfin, la direction, c'est aussi un employé, là, on se rappelle. Mais bref, peu importe, au niveau hiérarchique, il y a quand même un mot à dire. Et ça va être plus ou moins facile de le faire, dépendamment de comment la table a déjà été mise. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on s'arrête à « oui, mais de toute façon, mon patron, il est trop ceci » ou bien « de toute façon, ça va jamais passer », puis on n'ose pas aller. Donc, pour l'employé, c'est là où c'est important de au moins le dire. C'est quelqu'un qui dit souvent, je ne sais plus qui, là, qui dit souvent, c'est préférable de dire à quelqu'un « je te l'avais dit », plutôt que je le savais. Parce que si tu le savais puis tu le gardes pour toi, peut-être pas grand monde. Mais si tu le dis et qu'après, on en fait ce qu'on veut, mais au moins tu l'as nommé.
Mais je crois que même le patron le plus têtu, là, à un moment donné, quand 4, 5, 6 employés, tout le monde te dit, voici peut-être ce qu'il faut faire, tu vas être obligé de changer un peu et puis de mettre de l'eau dans ton verre ou dans ton café, dépendamment de ce qu'on prend. Mais là, l'idée, c'est vraiment de faire les pas dans les deux sens. Parfait. Puis ça vient à la culture, exact, ça vient à la culture organisationnelle. Est-ce qu'on a une culture, justement, d'innovation? Est-ce qu'on a une culture de laisser les gens essayer des choses? Mais la culture, la direction peut arriver et dire, moi, je veux là, vous avez la place pour essayer. Si on n'essaye pas, la direction va se dire, c'était pas nécessaire. Donc, les deux sens. Oser poser des questions, oser challenger. Et ça prend aussi, je parlais d'humilité, ça prend de l'humilité aussi dans les deux sens. Je vais venir avec une idée, puis on va me dire non. Puis peut-être on a raison de me dire non. Et ça m'est arrivé. C'est dur sur le coup. Okay. Mais qu'est-ce que tu as fait quand c'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai râlé d'abord longtemps, 100 ans, ça c'est moi là. Mais après, tu regardes, après coup, c'est comme, je disais aussi le bon timing. C'était peut-être pas le moment ou alors, c'était carrément champ gauche. On parlait des échecs. Mais ça fait partie des échecs aussi en entrepreneuriat, d'en être conscient. OK. Mais je suis contente que tu sois relevée parce que justement, avec ton projet que tu as pu implémenter... C'était pas un gros échec, j'avoue. Donc, demain, si je vais me lancer, Linda, c'est quoi le conseil que tu me donnerais? Faut faire génération d'impact. Pour être un entrepreneur. Ouais, c'est ça. Mais génération d'impact, je crois que c'est une manière aussi pour ceux qui se disent, ouais, peut-être j'ai besoin d'encadrement. Et puis, on parle de plus en plus d'intrapreneuriat, puis je suis contente parce que pour celle en moi qui avait l'esprit entrepreneurial, mais qui n'avait pas envie de prendre le risque, c'est quand même important. Mais je crois que pour se lancer, c'est juste passion, une fois de plus. On a envie de le faire, puis c'est de s'entourer. C'est aussi simple que ça. Qui d'autre l'a déjà fait? Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas bien été, enfin, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas bien été, c'est quoi que j'apprends de leur expérience, puis comment je navigue un peu le réseau politique qu'il peut y avoir à l'intérieur des organisations, puis ça prend des alliés. Donc, c'est beaucoup comment on s'entoure, puis comment on s'entoure de gens qui vont nous dire quoi faire, mais de gens aussi qui vont nous dire quoi ne pas faire, et des gens qui vont nous arrêter. Mais comment tu peux les repérer, ces gens-là? Tu me dis de m'entourer, avoir des alliés, mais si j'ai dans mon réseau actuel, je ne les ai pas, comment tu fais pour les repérer? On jase avec le monde. On ne les sort pas d'un chapeau, c'est de parler avec les gens. Souvent, on va voir le parcours de quelqu'un qui va nous intéresser. Puis je crois qu'en général, les gens sont quand même très ouverts de partager leur parcours. On les approche, puis on demande le parcours juste pour savoir qu'est-ce qui a bien fonctionné pour eux. Puis, Génération d'impact, c'est quand même 3 cohortes maintenant, puis un certain nombre de personnes. On peut commencer par là. La Jeune Chambre de commerce a plein d'outils, je suis sûre, que ce soit dans son réseau. Mais c'est comme, il y a toujours un moyen. Et c'est un autre ami qui disait, la personne qui ne parle pas de ses problèmes au médecin n'aura pas de traitement. Donc, juste jaser. Puis quand on a quelque chose, puis on en parle, tu ne sais pas dans quelle oreille ça va tomber et à qui cette personne va te plugger. Parce que là, tu as l'impression que dans ton réseau, tu n'as personne. Mais est-ce que tu as vraiment dit ce dont tu avais besoin en jazz, là? Ça devient comme, elle cherche telle affaire et un jour, clic, il faut que je vous mette en contact. Puis c'est comme ça que tu y vas, là. Okay. On est des humains en bout de ligne, puis on a envie de connecter, on a envie de contribuer à quelque chose qui est plus grand que nous. Puis chaque fois qu'on a l'occasion, là, je crois qu'on le fait. Parfait. Donc, si j'ouvre ma trousse, j'ai Génération d'impact. Oui. J'ai l'audace de demander. Oui. De frapper à la porte des gens. Exactement. Qui peuvent de la défoncer, même s'il faut. De la défoncer. C'est important. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre que je ne vois pas en ce moment, là, que je n'ai pas nommé? Oui, il y a tous ces éléments, mais il y a aussi se connaître soi-même. Parce que je pense que dans le processus, on va se connaître, mais c'est important de savoir ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, c'est quoi nos limites, jusqu'où on est prêt à aller. Le réseau va aussi nous aider dans ça, mais je crois que c'est super important. Parce que si, par exemple, je sais que je suis très sensible sur certains points, peut-être je ne suis pas la personne pour y aller. Donc, dans le passage, vraiment de faire une introspection, c'est pourquoi est-ce que ça me tient à cœur, par exemple, de changer le système comptable au sein de mon organisation. Je dis n'importe quoi là, mais pourquoi est-ce que ça me touche tant que ça? Est-ce que c'est vraiment que ça va changer pour l'organisation, mais est-ce que je suis en train de changer juste pour moi? Fait que l'introspection aussi est importante, je pense. Il y a plein de tests en ligne pour ça, je pense. Parfait. Avant de conclure le balado, on aime toujours ça, finir avec un petit segment ludique. Donc, j'ai quelques questions pour toi, Linda. J'ai peur. T'es prête? Non, mais allons-y quand même. C'est correct, on va quand même sauter. Alors, dans ton CA, quelle célébrité aurais-tu voulu? Ça va peut-être sonner cliché comme réponse, mais je ne suis pas sûre que c'est une célébrité que je voudrais de plus sur mon CA. Parce que les CA, c'est des lieux de pouvoir, qu'on le veuille ou non. Donc, je crois que sur mon CA, ce n'est pas tant que c'est des gens de pouvoir, mais je veux des gens qu'on ne voit pas souvent à ces endroits-là.
Donc, la fille en moi aurait dit ma mère. C'est comme, mais ça va être ma mère. Mais un monsieur et madame, comme tout le monde, qui a peut-être aucune idée de comment fonctionne un CA, puis qui arrive là juste pour critiquer. Je vais critiquer dans le sens constructif, mais pour questionner les choses. Mais après, je comprends, je suis sur un CA aussi, je comprends que la gouvernance, c'est beaucoup plus que questionner pour tout et pour rien. Mais comme d'avoir ces questions champ gauche, je parlais tantôt on est tout le temps allé à gauche, qu'est-ce qui fait qu'on n'essaye pas la droite? Mais souvent, les gens qui arrivent avec la candeur de leurs questions, ça nous amène à ces endroits-là. Fait que ce serait peut-être monsieur et madame tout le monde qui a aucune idée, puis qui vient de poser ce genre de questions, on va se dire, ah ouais, c'est quoi ça? Mais dans la vraie vie, c'est pas possible, je le sais, mais peut-être qu'un jour. Donc, aucune célébrité au CA Non, pas de célébrité. Ouais, non, pas de célébrité. Parfait. Prochaine petite question. Café ou thé pour les réunions de CA? Je crois qu'on connaît la réponse depuis le temps. Café, full café. Présentiel ou virtuel pour les rencontres? Je crois qu'autant le virtuel est confortable pour la flexibilité que ça donne, mais j'aime mieux le présentiel. Je crois que l'humain, on le cerne plus quand on est en présentiel. Fait que présentiel avec ascendance virtuelle quand possible. Hybride. Voilà. Dimanche chocolat chaud ou dimanche montagne? Chocolat chaud. Sucré ou salé? Sucré. Bénévolat ou don monétaire? Dur à choisir parce que les deux sont importants, mais je vais dire bénévolat parce que c'est ce qui est plus facile et que chacun a comme la possibilité de faire. Mais don financier, c'est important aussi. Très important. Fait que les deux. Lève-tôt ou lève-tard? J'ai des enfants, donc lève-tôt, pas le choix. Alors, merci beaucoup, Linda, pour ton temps. C'est très apprécié. Avec plaisir. Et on se recroise très prochainement. J'espère. J'espère qu'on va me réinviter.